voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Donc il faut que nos collectivités locales soient moins pauvres. Et il y a des solutions. Vous, votre rôle, c'est de dégager des pistes. Votre rôle, c'est de conseiller. Votre rôle, c'est d'accompagner. Et n'arrêtez jamais de dire parce qu'on ne vous entend pas. Continuez à dire, un jour, votre parole va avoir un écho. Et le jour que la parole aura un écho, elle se transforme en tonnerre. Et quand elle se transformera en tonnerre, elle arrosera de l'eau. Mais n'arrêtez jamais de dire. De là, vous voyez que donc, dans le concept de développement territorialisé, l'économie résidentielle est une piste à exploiter. Et certainement, vous allez me dire, mais pourquoi? C'était la question que je vais peut-être attendre. Pourquoi a-t-on réalisé la promotion du développement territorialisé? Mais les raisons sont toutes simples. L'État a pendant très longtemps programmer un schéma uniforme de développement sur tout le territoire. Le développement territorialisé va permettre à l'État de rompre avec une programmation globale sur tout le territoire pour essayer de faire une programmation territorialisée du développement. Bon, mettez tout ce que vous voulez, offre de services publics territorialisés, territorialisation des politiques publiques, territorialisation des actions sociales, territorialisation de l'offre de formation, quel que soit le domaine où vous vous déployez, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la prise en compte du faisable dans des contextes qui ont des exigences. C'est ça le sens. Et voilà pourquoi, par exemple, dans le cadre de vos programmes de développement, dites-vous bien que si l'État ne peut pas avoir une conception uniformisée, développable un peu partout, mais donc ça veut dire que quelque part aussi, les ONG doivent tenir compte des contextes et imaginer des programmes de développement contextualisés, c'est-à-dire qui tiennent compte de la réalité des territoires, qui tiennent compte de l'ensemble de trajectoires sociales, culturelles, politiques, économiques, écologiques, pour qu'enfin la pauvreté recule au Sahel. Voilà un peu sur quoi nous sommes assis. Et voilà sur quoi nous allons fonder toute notre action pédagogique, dans laquelle vous jouez un rôle extrêmement important. Mais je ne saurais pas terminer pour vous dire pourquoi le développement territorialisé, plus qu'une nécessité, une exigence, mais c'est une condition. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, les ressources financières se raréfient de plus en plus. Donc l'accès aux ressources financières est soumis à des règles de compétition. Alors, combien de projets vous lancez à partir des appels à projets, vous n'avez pas de financement? Ça veut dire que quelque part, les ressources financières sont rares. Et il y a une compétition pour l'accès aux ressources financières. Cela voudrait dire que, quelque part, il faut respecter les exigences de territorialisation. Il faut respecter également les exigences de la rigueur et de la démarche. La rigueur scientifique et la démarche. Donc, une raison fondamentale est là, c'est que pour accéder aux ressources, il faut accepter de se livrer à une compétition. Et cette compétition, elle est malheureusement à tous les niveaux, qui fait que, par exemple, même les États doivent respecter, si vous voulez, le développement territorialisé. Voilà pourquoi maintenant, on va privilégier quoi? La planification locale
Et on va privilégier aussi, vous voyez, quand on privilégie la planification locale, pour les experts en décentralisation, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une planification centralisée. Mais il y a une exigence que vous devez aussi intégrer dans vos programmes, c'est quoi? Les logiques d'aménagement du territoire cèdent la place aux logiques d'aménagement et développement du territoire. Parce qu'il ne faut pas les dissocier. On ne peut pas aménager d'abord un territoire et le développer. Donc avec la théorie du développement territorialisé, on ne peut plus parler d'aménagement du territoire, mais on parle d'aménagement et développement du territoire. Parce que l'infrastructure est un moyen à utiliser, un instrument à utiliser pour entraîner un développement. Mais l'instrument lui-même n'est pas un développement. Quand on construit un complexe commercial avec 42 étages, le complexe commercial doit être rempli de commerçants, mais il faut que les commerçants aient quelque chose à vendre. Mais s'ils n'ont rien à vendre, il n'y a pas de complexe commercial. Donc il faut que l'on comprenne que l'infrastructure est un instrument au service de l'économie et du développement. De là, vous allez voir que avec le développement territorialisé, on va de plus en plus parler d'aménagement et développement des territoires, mais on ne va pas parler uniquement d'aménagement. Monsieur Sow est là, Ablaye? Pas encore? Regardez tous les documents que je vois circuler. On parle de schéma régional d'aménagement du territoire, schéma départemental d'aménagement du territoire. Mais il faut qu'on rompt avec ces prétextes. Avec le développement territorialisé, il faut faire des diagnostics combinés pour définir les schémas de développement, les stratégies de développement et les stratégies de réalisation d'infrastructures et d'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse 3 documents partout. On va faire le PLD, c'est la stratégie de développement, ou le PIC, ou le PRD, je ne sais pas moi. À côté, on a un schéma de stratégie d'aménagement du territoire. Et là, on a une stratégie de, je ne sais pas moi. Moi, je pense, tout ça, on peut les fusionner et on va dépenser moins d'argent. Parce que le même diagnostic fait, n'est-ce pas, peut servir à identifier quelle infrastructure pour quel développement. N'est-ce pas? Mais on ne veut pas dire quel développement pour quelle infrastructure. C'est plutôt quelle infrastructure pour quel développement. Je donne un exemple très simple. Si vous regardez un peu le phénomène de la macrocéphalie à Dakar, okay, tout le monde est à Dakar. Pikine, 1 500 000 d'habitants. 1 500 000 d'habitants. Dakar, peut-être 2 millions. Guédiawaye, peut-être 1 million. Ça fait combien au total, là, rapidement? Ça fait 4 millions d'habitants. Il y a que 6 millions de Sénégalais qui sont à l'intérieur. Tout le monde est à Dakar. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez déduire de ça? Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on trouve des stratégies pour attirer les gens vers l'intérieur du pays. Mais il ne faut pas le faire de manière désordonnée. Je propose qu'on le fasse en escalier et de manière progressive. Le faire en escalier de manière progressive, ça veut dire qu'il faut accepter que la solution de Dakar, c'est Thiès et Mbour d'abord. Thiès et Mbour. Oui. Voilà le premier niveau. Mais regardez Mbour, avec les infrastructures hôtelières. Mbour est un véritable mégalopole. Il y a une très forte population. Donc c'est une ville qu'il faut accompagner pour mettre en place un cadre urbain capable de rivaliser avec Dakar. Mais qu'on n'ait pas peur que Thiès aujourd'hui, naturellement, sa solution, c'est la solution de Dakar. Il faut l'urbaniser et mettre en place un système économique fort pour que les gens qui partent à Dakar, au moins certains restent à Thiès. N'est-ce pas? Et que certains quittent Dakar pour venir s'installer à Thiès. C'est le premier niveau. Parce que devant l'urgence, il faut agir. Maintenant, les autres niveaux, vous le verrez dans le développement territorialisé. C'est-à-dire qu'on peut rendre le Ferlo très attractif, Michel. Quand vous promenez à Linguère, qu'est-ce qui vous frappe? On sent que c'est une zone sous-peuplée. C'est pas vrai. On sent que la densité est faible. Ça ne bouge pas. Hein? Les rues sont larges. Mais tu vas marcher 42 minutes pour croiser une personne. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est de l'observation. Mais par contre, quand tu vas à Dakar, tout est noir de monde ou pas? Partout. C'est des indicateurs. Mais je suis convaincu que si on développe l'élevage
on revitalise le ranch de Doli, on forme les éleveurs, on met en place un système d'infrastructure, on peut avoir des industries laitières très fortes capables de vendre leur lait en Mauritanie, qui aiment bien rose, le lait rose. Les Mauritaniens, ils aiment bien le lait rose. Là-bas, c'est du lait, hein? Vous comprenez? Mais écoutez, c'est important aussi de comprendre que si vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, on peut bel et bien produire le riz qu'il faut pour nourrir les Sénégalais et le riz qu'il faut exporter. Je suis convaincu de ça. Vous allez en Casamance, je suis convaincu qu'avec un bon matching avec les ressources forestières, les ressources agricoles et les ressources touristiques qui découlent d'un système culturel très dense, la Casamance peut être la région la plus riche du Sénégal. Ça, je suis convaincu. Vous allez vers l'est du pays, vous pouvez avoir là-bas de l'or, de l'uranium, hein, du fer, etc. Mais comment le gérer dans un système assez maîtrisé pour que les retombées des zones minières, les retombées de l'activité minière se sentent au niveau des collectivités locales. Je l'ai écrit dans mes textes, je dis pourquoi l'or a choisi d'habiter à côté de la misère. C'est vrai, il y a l'or là-bas, mais les gens sont pauvres. On est d'accord. Il y a des problèmes d'insécurité. Il y a des problèmes d'alphabétisation. Hier, je lisais un texte, n'est-ce pas, avec toi, hein? À Tamba, Kédougou, 75% des femmes ne savent ni lire ni écrire. Ça m'a fait tiquer, hein? Ne savent ni lire ni écrire. Donc, vous voyez, alors qu'à côté, il y a de grandes sociétés minières. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un réseau qui travaille avec nous. Il faut mettre en place un nouveau système de gouvernance minière. Il faut que la mine efface les larmes des pauvres. Il faut que ce qui se faisait avant, qu'on ait le courage de rompre et de définir, par exemple, de véritables schémas de responsabilité sociétale, minière, et que les mines puissent au moins donner des retombées aux populations. Je pense que ça, il y a au moins... Nicodème, il est là. Hein? Dans le contexte de Kédougou, ça. J'ai fait 3 ans à Kédougou pour faire un diagnostic. Et chaque fois que je voyais certaines situations, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Donc il y a des situations, amis, qu'on peut voir de ça. Donc vous venez un peu dans le bassin arachidier. Naturellement, le bassin arachidier au Sénégal, c'est une zone très riche où on peut faire de l'agriculture. Mais il faut accepter simplement une diversification agricole pour qu'au moins les gens produisent assez, qu'on puisse manger décemment, avec qualité, mais qu'on puisse aussi créer de petites unités de transformation. Ok? Donc si vous faites un peu ce survol, le développement territorialisé permet de partir d'opportunités territoriales pour éclore un système d'économie régionalisé. Donc c'est un peu ça qu'on a retenu dans les années 80. En fait, c'est dans les années 90 que le concept a été plus ou moins revisité et qu'on y va. Donc c'était normal pour nous qu'on ait quand même des cadres comme vous qui vont peut-être se mettre dans une perspective, okay, de compréhension donc de la vraie réalité donc, dans laquelle le développement local doit être. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu partager avec vous pour cet amphithéâtre d'ouverture, donc pour nous amener à un peu revisiter le concept de développement territorialisé, monsieur le directeur des études. Ok. Bon, il y a des questions?